Ok, c'est parti. Bien. Alors, sur les marchés, les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale augmentent. Donc, les investisseurs, donc là, ici, sont plutôt optimistes quant à ce que la Fed baisse les taux d'intérêt, puisqu'on a eu des bons résultats, là, des bons chiffres, qui sont mauvais pour les États-Unis, mais qui vont dans le sens des investisseurs. En fait, on a une baisse des prix à la production aux États-Unis. C'est-à-dire que l'économie aux États-Unis, en gros, est en train de se refroidir. Vous voulez, les résultats ne sont pas bons. Et bien ça, c'est bon pour les investisseurs. Parce que si l'économie se refroidit, c'est-à-dire que la Fed va, la Réserve fédérale, donc les membres qui jugulent les taux d'intérêt, vont se dire, ah bah l'économie américaine ralentit, bon bah on va prendre les mesures pour relancer la croissance. Excusez-moi. Et donc, comment on relance la croissance d'un pays ou qu'on stimule la croissance si l'économie refroidit? Eh bien, on baisse les taux d'intérêt. Et on baisse les taux d'intérêt que si l'inflation descend. Parce que le fait de baisser les taux d'intérêt va pousser les Américains à la consommation. Donc, il ne faut pas le faire quand on a une inflation élevée. Donc, mais là, les signes que l'emploi diminue, ou là, les chiffres, les prix à la production diminuent, c'est-à-dire que l'économie se refroidit. Et donc, si l'économie se refroidit, c'est que l'inflation diminue aussi. Donc, les prix aussi à la consommation diminuent. Donc, en fait, c'est que l'économie est en train de se refroidir. Et donc là, ça veut dire que les investisseurs se disent, bon, bah, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les mesures et donc ils vont rebaisser les taux pour stimuler la croissance, pour relancer la croissance. Vous voyez? Et donc ça, c'est ce que les investisseurs espèrent. Bah, que la Réserve fédérale, la Fed, prenne les mesures de baisser les taux pour restimuler l'économie. Et ça, s'ils restimulent l'économie, bah, les entreprises vont faire plus de bénéfices et donc les actions en bourse qui sont derrière vont prendre de la croissance. Et c'est pour ça que, voilà, les marchés sont plutôt optimistes, on va dire. Donc je ne sais pas si vous avez compris le mécanisme, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc là, les attentes sont fortes concernant une réduction des taux et tout ça, ça a été une bonne nouvelle pour les marchés, on va dire. Donc, en tout cas, en attendant, on a la saison des résultats. Elle commence souvent par les banques. Et là, le JP Morgan annonce des résultats mitigés, donc pour le 4e trimestre, avec une hausse du chiffre d'affaires et une baisse des revenus. Donc c'est plutôt moyen, bof. Voilà, il fallait s'y attendre après toutes les catombes qu'il y a eu des banques, des choses comme ça. Dernièrement, les banques sont en difficulté. Surtout quand on a une inflation élevée. Voilà. En général, c'est pas bon du tout. Et là, c'est normal que c'est mitigé, mais c'est des résultats, des chiffres qui sont déjà attendus en général. Et donc, JP Morgan a de la trésorerie, ça va pas trop impacter ça. Mais ça peut impacter la bourse, c'est vrai. Donc, en plus de ça, là, je vous ai montré, là, c'est l'action PayPal. Et en fait, les déboires des banques traditionnelles comme JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, ça, c'est des banques qui sont un peu à l'ancienne. Vous voyez? Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est que, en fait, je sais plus si c'était là. Alors, attendez. Bon, je l'ai plus ici, là. Mais bon, c'est pas grave. C'est que nous, en fait, la grosse partie des consommateurs, des gens qui consomment, en fait, c'est la génération Z. Ou sinon, les milléniaux. Voilà, les milléniaux, c'est ceux qui ont entre 25 et 35 ans. 26 et 36 ans, si vous voulez. Mais la génération Z, c'est ceux qui ont entre 15 et 26 ans. Cette génération-là, c'est elle le futur. C'est eux qui consomment la vingtaine, les choses comme ça. C'est eux qui sont vraiment dans la consommation. Et ces genres cette population-là, de la génération Z, ces jeunes, en fait, eux, ils seront plus friands d'utiliser les banques en ligne ou des choses en ligne comme PayPal. Donc PayPal, c'est mieux que JP Morgan de nos jours. Ça va être plus attrayant. Le PayPal, c'est en ligne. Vous payez en ligne, tout ça. JP Morgan, c'est les banques à l'ancienne. Plus pour les clients fortunés, certes, mais les clients plus à l'ancienne. Cette catégorie de clients, elle est en train de s'évaporer. Elle devient de plus en plus âgée. C'est les baby boomers, ceux qui ont 36 ans et plus. Vous voyez, cette population-là, elle est toujours là. Il ne faut pas la négliger. Ils comptent beaucoup. Mais le futur se dirige pour les jeunes. Pour la génération des moins de 36 ans. Voilà, c'est eux les futurs consommateurs. C'est eux qui vont faire le monde de demain. Les actions comme PayPal sont plus friands. Même si là, PayPal a baissé. Mais je vais vous dire, il faut fonctionner en termes de valeur apportée. Et pour moi, PayPal, Robinhood, toutes ces actions technologiques, Coinbase, j'en parle même pas.
Mais ça, c'est les entreprises du futur qui vont apporter plus de valeur que les banques traditionnelles qui vont s'évaporer au profit du Web3, de la cryptographie, de la DeFi, des choses comme ça. Et donc, non seulement les résultats de JP Morgan sont mitigés, mais les déboires ne sont pas finis. Sur le temps, ces entreprises-là vont être de plus en plus en difficulté. C'est ça que je veux dire. Vous voyez? Donc, sinon, de manière générale, dans le monde, là, les pertes liées aux paradis fiscaux coûtent 480 milliards par an. L'ensemble total, on va dire. Incroyable. Vous voyez? 480 milliards de pertes par an liées aux paradis fiscaux. Donc, c'est autant que que le coût du réchauffement climatique. Donc, qui font ça, c'est surtout les paradis fiscaux, c'est surtout les riches, les multinationales, donc les grandes entreprises ou des grands fonds d'investissement internationaux, ou les plus riches qui contribuent doublement à tout ça. Déjà, par rapport à leur émission de carbone, ils voyagent en jet, ils prennent beaucoup de vols, c'est des hommes d'affaires, des choses comme ça. Déjà, rien que ça, voilà, ils contribuent beaucoup. Mais en plus, l'évasion fiscale, ils sont très riches, donc ils n'ont pas envie de tout donner aux impôts. Donc ils cherchent des paradis fiscaux. Que ce soit les entreprises ou les multimillionnaires, voilà, ils cherchent des alternatives. Ils vont à Dubaï, ils mettent leurs fonds, je sais pas moi, à Singapour, des trucs en fait qui ont des avantages fiscaux. Et bah tout ça, regardez les pertes, en fait. Les pertes liées à tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un manque à gagner, toute cette perte, pour les États, pour les impôts, les trucs comme ça. C'est incroyable. Ouais. Et ça, c'est chaque année. Hein. C'est-à-dire que 480 milliards, ça, c'est en un an. Donc, en 2 ans, vous êtes proche des 1000 milliards. Vous voyez? Parce qu'en 480, on est presque à 500. Donc, on est proche de 960 milliards en 2 ans de pertes. Vous voyez? C'est colossal. Donc voilà comment ça marche. Hein. Et donc sur les 480 milliards perdus chaque année, 311 milliards sont dus à des abus fiscaux transfrontaliers commis par les multinationales. Donc là, c'est les grandes entreprises. Hein. Et 160 milliards sont dus à des abus fiscaux offshore commis par des personnes fortunées. Donc la majorité, les 311 milliards, c'est plus pour les multinationales. Mais on a une bonne part du gâteau qui le sont par rapport à des choses, des comptes offshore, hors de juridiction de l'État local, voilà, commis par des personnes fortunées. Les personnes fortunées protègent leur argent. Ils savent comment ça marche, comment un système financier marche. Ils cherchent des alternatives, des Eldorado, et ils vont protéger leur argent. C'est normal, ils ne veulent pas donner tout ce qu'ils ont travaillé pour. Ils n'ont pas envie de le donner comme ça, des impôts, des choses comme ça. Ils savent qu'on est dans un monde d'injustice, et que en fait, ils vont pas donner leur argent comme ça pour le bienfait de la population, des choses comme ça, ou on va dire, ou du bien commun, on va dire. Donc voilà, par rapport à tout ça, le prix du pétrole mitigé, donc avant une semaine lourde en données et alors que les tensions persistent. Donc le prix du pétrole certainement va se maintenir ou s'apprécier tant que les tensions sont palpables en mer Rouge. Russie, Ukraine, Gaza, Israël, tout ça. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de tensions dans le monde. Et ça met de la pression sur les prix de l'énergie, du pétrole. Le commerce, il y a des sanctions, il y a des choses comme ça. Et donc, ça fait monter les prix. Donc, à surveiller. Et ça va mettre une pression sur les marchés. Hein. Pourquoi, en fait, je parle de tout ça? Ça impacte directement. Et les cryptos aussi. Hein. C'est pas que la bourse traditionnelle. Tout ça va impacter l'énergie, les trucs comme ça. Ça va impacter déjà l'inflation. Vous voyez? L'inflation va impacter les taux d'intérêt que les banques centrales jugulent. Et si les banques centrales jugulent les taux d'intérêt, ça impacte l'économie. Et l'économie derrière, c'est quoi? C'est les bourses traditionnelles, les choses comme ça, les banques, ce que vous voulez. Mais c'est aussi les cryptos. C'est tout, en fait. Donc, tout ce qui se passe là en géopolitique, les tensions, comme ça va à un moment donné impacter. Et donc, il faut regarder là-bas pour anticiper ici, sur les cryptos ou sur les actions technologiques, votre actif préféré qui va faire le plus de croissance. Vous voyez? Donc en fait, c'est obligé de voir large. C'est pas là, on a le regard que sur les cryptos, que sur les NFT, que sur la DeFi, et on comprend pas pourquoi d'un coup ça a chuté. Ah, c'est juste une baleine. Non, c'est pas qu'une baleine. C'est les taux, c'est pas mal de choses géopolitiques, macroéconomiques. C'est un ensemble. Oui, des fois, c'est les baleines, des gros portefeuilles qui essaient de vendre d'un coup, qui achètent d'un coup. Grosse actualité liée à l'actif.
qui aussi impactent. Ça, c'est vrai. Mais la géopolitique, la macroéconomie donne une tendance générale, un vent positif, négatif. Et les marchés, en général, vont dans ce vent-là. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, voilà. En tout cas, là, on était plus aux États-Unis. Là, les marchés européens qui reculent au moment où Davos démarre. Donc, Davos, la réunion des maîtres du monde, on va dire, pour vulgariser. Voilà. Les personnalités. Sur l'interface de la vidéo, en bas à gauche de l'interface de la vidéo, là, sur l'écran que vous voyez, sur votre téléviseur, votre ordi, votre smartphone, en bas à gauche, vous avez le monsieur de Davos, Klaus Schwab, le maître des lieux, on va dire, de Davos. Voilà, c'est lui qui invite les gens et voilà, il discute de ce que le futur va être, tout ça. Et donc, voilà, c'est on va dire, un club d'élite, voilà, Davos. Et donc, en tout cas, en attendant, les marchés européens reculent, ce qui n'est pas une surprise, puisque justement, les prix de l'énergie sont en train de flamber, le pétrole, les choses comme ça. Les tensions sont aux alentours de l'Europe. En mer Rouge, c'est aux alentours de l'Europe. Israël, Russie, Ukraine, ça, c'est aux alentours de l'Europe. Les Américains, les Chinois, ils sont loin de tout ça. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Alors, j'ai une nouvelle actualité qui vient de sortir, je ne sais pas c'est quoi. Ah, justement, voilà, ça concerne justement l'Europe. Il est possible qu'il n'y ait pas de baisse de taux cette année. Donc, quand il parle de cette année, c'est en 2024, selon un membre de la Banque Centrale Européenne. Donc là, voilà quelque chose qui va faire chuter les marchés. Et là, je viens de vous dire que les marchés étaient en baisse, probablement par rapport à l'inflation et les prix de l'énergie. Mais ça, ce genre de nouvelles-là, voilà ce qui peut faire chuter d'un coup. Parce que les investisseurs ont les yeux rivés sur les taux d'intérêt. Et là, un des membres, cette personne apparemment, Robert Holzmann, là, gouverneur de la Banque Centrale Autrichienne, prend la parole. Et lui, cet Autrichien, déclare qu'il n'y aura peut-être pas de baisse de taux. S'il n'y a pas de baisse de taux, c'est-à-dire que les Européens vont être en difficulté pour emprunter ou pour consommer. Et donc, c'est pas bon pour les bénéfices des entreprises. Et donc, les actions qui composent, qui sont derrière ces entreprises, ne vont pas monter. C'est mécanique. Parce que voilà, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. Les bénéfices des entreprises ne peuvent pas faire de croissance américaine, là, les entreprises américaines. Et donc ça, c'est pas bon. Et tout ça, c'est une anticipation que les investisseurs font et qui se disent, bon, bah, c'est risqué, bon, on vend nos actions en Europe, européenne. Et c'est pour ça que vous avez justement l'indice du CAC 40 ou les actions européennes qui baissent. Parce que les investisseurs se détournent de ça et repartent sur le dollar ou sur l'or, quelque chose, voilà, en attendant de pouvoir peut-être réinvestir plus tard. Vous voyez? Donc très très mauvaise nouvelle pour l'Europe, mais c'est pas une surprise au vu des tensions qu'il y avait, tout ça. Donc en tout cas, à Davos, justement, la question est posée, justement, Klaus Schwab, là, le maître des lieux, là, vous voyez, sa tête, là, bon, je vais pas, voilà, on est sur YouTube quand même, je vais pas me faire striker parce que, voilà, je vais le vanner, mais en tout cas, Bitcoin sera-t-il un sujet de discussion lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial de cette semaine à Davos? Donc, la question va se poser. On espère en tant que, voilà, on fait partie de la cryptographie, moi je suis personne, mais je veux dire, on est tous à espérer que la crypto, c'est là où il y a le plus de croissance, monte. Et pour ça, ça sera un bon coup de pouce que les élites parlent de ça. On espère pas en bien, mais démocratise tout ça, adopte tout ça. Donc, c'est la question qui va se poser. Vous voyez? Et donc, regardez au moins qui y a apparemment à Davos, en tout cas aux alentours. Je ne sais pas après si c'est vrai, d'où sort la photo, ou des choses comme ça. Mais voilà, à Davos 2024, et Ripple est présent sur le site en tant que société de paiement pour les règlements transfrontaliers. Vous voyez? Donc Ripple serait présent à Davos. Ou des membres, ou en tout cas, le logo est affiché. Je ne sais pas où a été prise cette photo. Je ne sais pas si c'est du fake ou pas. Parce que là, c'est un fanatique de Ripple. Hein. Jack the Ripple, là, de Rippler. C'est des fanatiques, mais ils disent que Ripple est à Davos. Et ça ne m'étonnerait pas. Parce que Ripple, derrière, c'est quand même une élite qui est derrière. On voit que les gens, ils ont la prestance. Je ne sais pas si vous avez vu les conférences de Ripple. Des gars en costard, très bien. Des hommes d'affaires. Enfin, voilà. Et Ripple, apparemment, serait là-bas. De plus, Christine Lagarde a vanté un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a annoncé? Christine Lagarde pointe Ripple comme un modèle économique qui inspire confiance. Donc ça y est, hein, ils sont dessus, ils sont sur Ripple. Et ils savent que c'est une technologie très, très puissante, bien meilleure hein, que la technologie actuelle, le système Swift.
voilà, les autres transferts de système de transfert monétaire, Ripple est largement au-dessus. Très rapide, très peu de frais, un peu comme Solana. Donc voilà, Lagarde a récemment annoncé que l'euro numérique entrait en phase de préparation. Elle a également rencontré Michael S. Barr, un ancien conseiller de Ripple. Donc voilà, ces gens-là, ils sont ensemble et il y a de fortes chances à parier que Ripple va faire partie de cette caste. Et Ripple qui va s'introduire en bourse cherche la validation justement de tous ces institutionnels, voilà, ou ces hommes d'affaires, tout ça. Et d'ailleurs, le prix du Ripple, hein, pour s'arrêter rapidement sur le Ripple, d'habitude, les altcoins, je les passe après les prix du Bitcoin. C'est d'abord le Bitcoin et ensuite les altcoins. Et cette fois-là, puisqu'on y est, je vais passer Ripple tout de suite. Et donc, le prix, en tout cas, Ripple qui n'est pas loin de casser un triangle. Par la hausse, par la baisse. Là, j'avoue que les deux scénarios peuvent arriver. Puisque le Bitcoin, en ce moment, est fébrile par rapport à la vente de la nouvelle des ETF spot. Donc, ça pourrait aussi partir à la baisse. Après, on espère que ça va partir à la hausse. On verra bien. Donc ça, on le verra. Sinon, pour rester juste une dernière info là, concernant l'Europe, en tout cas, la demande immobilier qui est en berne, hein, toujours en berne. Pourquoi? Bon, on a déjà répété ça. Voilà, les taux d'intérêt sont toujours à des niveaux assez élevés, ce qui empêche les gens de faire des crédits pour ne pas rembourser à des taux très élevés, pour ne pas rembourser très cher. Et donc, voilà, il y a moins de demandes que d'offres, et donc les prix chutent. En fait, c'est une question d'offre et de demande. Vous voyez, pour réussir, c'est l'offre et la demande. Il faut vendre un produit, tout ça. Et là, bon, bah, l'immobilier, il n'y a pas une très forte demande, puisque les gens qui veulent acheter s'abstiennent de faire un crédit, puisque les taux sont trop élevés. Et pour l'instant, les taux repartent à la baisse, vous voyez, ou vont être baissés. En tout cas, aux États-Unis, on parle maintenant de baisse de taux. En Europe, on n'est pas encore dans les baisses de taux. Donc, tant qu'on n'aura pas de baisse de taux, parce que quand on monte les taux d'intérêt, ça fait monter les taux obligataires pour les obligations et les taux hypothécaires pour l'immobilier. Et en fait, tant qu'on ne baisse pas des taux d'intérêt, tous ces taux-là restent élevés. Et tant que les taux sont élevés, ben voilà, ça empêche de faire des crédits. Et donc, c'est pour ça que l'immobilier chute. Donc, voilà. Et là, ça concerne la France. Hein. Regardez, moins 19% pour les maisons, moins 12% pour les appartements. Voilà. Il y a juste apparemment à Paris où on a un plus 4%. Bizarre. Donc, dans Paris intramuros, hein, parce que vous avez l'île IDEA, c'est Île-de-France, donc hors Paris. Hors Paris, ça baisse. Vous voyez, et dans les régions et nationales, tout baisse. Mais à Paris, la demande augmente encore. Bon, écoutez, ça, de toute façon, voilà, c'est pas illogique non plus. Dans Paris, c'est des gens fortunés. Eux, ils n'en ont rien à curer, que les taux soient élevés ou pas. Ils ont de l'argent. Donc, eux, ils achètent. Donc, voilà la réponse certainement à ça. Donc voilà, par rapport à tout ça, on va avancer vers l'Asie. Et donc les actions chinoises qui effacent les pertes alors que la Banque centrale maintient ses taux. Les actions taïwanaises augmentent après les élections. Donc pour la Chine, on rattrape les pertes, mais les pertes sont lourdes déjà en Chine. Et déjà que moi, je vous ai dit, il ne faut plus trop s'exposer à la bourse. Et au marché, voilà, avec les taux qui sont très élevés, ça va être fébrile. Et là, ça risque d'être tendu. Mais la Chine, encore moins. Parce que la Chine a vraiment des grosses difficultés à se relancer et pourrait se faire doubler par l'Inde et pays émergents. Donc la Chine, là, j'ai une grosse inquiétude pour eux à l'heure actuelle et je ne m'exposerai pas, même si elles peuvent rattraper les pertes. On a des actions qui sont tout en bas. Hein. Alibaba, NIO, c'est des grosses opportunités d'achat. Mais là, moi, je ne prendrai pas tant que là, je n'aurai pas une vue plus claire. Là. La Chine parle de relance. Voilà, on attend justement qu'ils fassent ces quantitative easing, tout ça. Et voilà, et là, ce qu'elle fait, elle maintient ses taux. Ils sont déjà assez bas, hein. Ils sont plus bas que la politique monétaire américaine, mais elle devrait baisser ses taux si elle veut stimuler la croissance. Et là, elle les maintient. Vous voyez? Bon, elle maintient ses taux, bon, les actions ont quand même remonté, mais voilà. On attend de la Chine qui restimule leur croissance pour que les actions repartent à la hausse. C'est pas trop le cas là. Et les actions taïwanaises qui augmentent. Donc Taïwan, il y a eu les élections, et c'est un parti anti-chinois. C'est la suite de l'ancien parti au pouvoir. Et apparemment, c'est bien pris par les actions locales. Les actions locales ont augmenté. Après que les urnes ont voté pour plus d'indépendance de Taïwan. Et donc voilà, les actions ont bien pris ça. Moi, je pensais que les actions allaient mal prendre ça, même les actions à Taïwan, parce que les tensions vont continuer, en tout cas avec la Chine. Et la Chine ne compte pas abandonner Taïwan. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà, la Chine, justement, réagit à ça. Alors attendez, je vais vous mettre ça après. Donc Taïwan est le Taïwan de la Chine. Voilà, Pékin affirme que le parti au pouvoir à Taïwan
n'est pas représentatif de l'opinion populaire. Vous voyez? Donc en fait, voilà, la Chine ne veut pas lâcher Taïwan. Vous voyez? Donc après, je vais vous dire ça. Alors, attendez, j'ai été perturbé. Donc, oui, la Chine ne veut pas lâcher Taïwan. Ils ne lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas récupéré Taïwan. Vous voyez? Donc, voilà. Pékin affirme que le parti en fait, qui a été élu n'est pas représentatif du peuple. Et Pékin dit, Pékin c'est la Chine, ils disent que, en fait, l'opinion populaire veut que la Chine récupère Taïwan, tout ça. En fait, juste que les médias là-bas contrôlent voilà, les choses et qui mentent et qui, voilà, ils ont fait élire le parti au pouvoir, tout ça. Entre guillemets, voilà. Ce qui est un peu annoncé à travers tout ça. Donc, le nouveau président de Taïwan fera face à un parlement divisé. Ouais. Voici pourquoi c'est important. Donc, bon, le parti qui a été élu, c'est la suite logique. Un parti qui souhaite rester indépendant. Mais apparemment, c'est bien plus complexe que ce qu'on attendait. Apparemment, le Parlement est divisé. Donc, je ne sais pas si c'est un autre... l'opposition est très pour la Chine. Parti progressiste a remporté. Tac, tac, 41. Aucun parti ne dispose d'une majorité absolue. Le Kuomintang, avec 52 sièges, en possède un de plus que le DPP. Là, il s'est engagé à parvenir à un consensus. Bon, en tout cas, on dirait pas que c'est des partis en faveur non plus de la Chine. Mais voilà, à Taïwan, c'est très mitigé. Hein. C'est très partagé. On va voir comment ça va évoluer tout ça. Parce que la Chine ne laissera jamais Taïwan. Et donc, les tensions seront toujours là. Donc voilà, je regarde si j'ai pas d'autres. Voilà, vous avez ça aussi. Et on va, voilà, on va... Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça. Je vais restructurer ça. Et donc, voilà, c'est ça que je parlais tout à l'heure de la génération Z. On va revenir sur ça. Donc, pour continuer dans les déboires un peu de Taïwan, là, c'est que, voilà, hein, le 1er janvier, Xi Jinping avait expliqué la réunification avec Taïwan était inévitable. Donc, le 13 janvier, vous avez Taïwan a élu un nouveau président. Donc, quand on parle de janvier, là, c'est janvier de cette année, en 2024. Le 14 janvier, donc, qui était hier, Biden a expliqué qu'il ne soutient pas l'indépendance de Taïwan. Vous voyez? Donc là, Taïwan qui pensait avoir le soutien des États-Unis par rapport à leur indépendance, que nenni ou niet. Les États-Unis, à travers Biden, disent qu'ils ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Donc finalement, Taïwan va toujours être sous la menace de la Chine. Et les États-Unis se détournent un peu. Vous voyez? Donc on se dirige vers une situation houleuse. Là, c'est un peu le bordel, on ne comprend plus trop. Donc on verra pour Taïwan. Mais Taïwan ne tiendra pas longtemps avant qu'il repasse, à mon avis. Voilà. La Chine devient quand même de plus en plus puissante. Et un jour, voilà, ils rattacheront ça. Donc les marchés maintenant japonais, on reste en Asie, hein, atteignent de nouveaux sommets depuis plusieurs décennies. Le Nikkei atteindra-t-il un nouveau sommet? Donc, apparemment, l'indice du Nikkei 225, qui comporte les 225 actions les plus valorisées au Japon, a établi la semaine dernière un nouveau record en près de 34 ans, dépassant la barre des 35 000 pour la première fois depuis février 1990. Vous voyez, depuis à peu près 33 ans. Voilà, 34 ans même. Vous voyez. Donc les analystes estiment que les perspectives à long terme pour le marché japonais semblent bonnes, même si une pause pourrait être envisagée. C'est ça qui est le paradoxe avec le Japon, c'est que le Japon est en déflation depuis au moins 20 ans, ils n'arrivent pas à retrouver de la croissance, des choses comme ça, mais c'est là que vous voyez que leurs bourses, les bourses japonaises, sont suralimentées par des quantitative easing, des choses comme ça, en fait, du nouvel argent frais, du vrai Ponzi, en fait, qui fait que le pays est en difficulté économiquement, n'arrive plus à produire, n'arrive plus à retrouver de la croissance, en tout cas par sa population, des choses comme ça, mais les actions et les bourses, eux, sont à des plus hauts. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent et cet argent est fléché vers les investisseurs qui investissent et qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus trop quoi en faire et qui achètent toujours plus d'actions. Donc, vous voyez que c'est un gros paradoxe. Alors que le Japon, derrière, a une population très vieillissante, normalement, et en déflation, n'arrive pas à relancer sa croissance depuis des années. En fait. C'est ça, vous voyez là, tout le Ponzi que c'est le système mondial, là. Vous voyez. Donc,
Maintenant, ça, c'est plus à Singapour, donc plus petit pays d'Asie. Pas le plus petit, hein, mais un des pays d'Asie. Et Singapour, c'est devenu maintenant un centre financier mondial où les grosses fortunes vont mettre leur argent, tout ça. C'est un peu la nouvelle Suisse, voilà, un peu comme ça, où comment ça s'appelle les trucs de Londres, là, où on met notre argent, tout ça. Donc, de la diffusion directe au shoppertainment, la génération Z ouvre la voie dans l'espace d'achat en ligne de Singapour. Donc, c'est vrai que la jeune génération là-bas, maintenant, on commerce que en ligne. C'est fini les devises, les billets, des trucs comme ça. Et ça va se propager. C'est pour ça que je vous dis que PayPal ou les actions liées en ligne et de commerce, comme là-bas, c'est à Limited, là, l'entreprise qui possède Shopee et tout ça. Là, vous avez Lazada d'Alibaba, tout ça. Bah, en fait, on voit que la nouvelle génération fait tout en ligne. C'est fini les trucs à l'ancienne, par les banques traditionnelles, des choses comme ça. Donc, il faut essayer d'investir en pensant à tout ça. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Et ça, c'était plutôt actualité d'Europe. Mais je vais vous la couvrir tout de suite et je vais voir. Voilà, après, on passe au Bitcoin. Mais les discussions sur un rapprochement justement entre la Deutsche Bank et la Commerzbank refont surface. Donc, voilà, deux des plus grandes banques d'Europe et certainement d'Allemagne qui parlent de fusion. Et de plus en plus, on va voir les petites banques disparaître au profit des grosses banques. Les grosses banques vont tout racheter jusqu'à qu'elles-mêmes, elles s'évaporent sur le temps. On est à la fin de ce système-là, des banques traditionnelles. Tout se fait numériquement, en ligne, tout ça. Et le futur, c'est les applications comme, vous voyez, X là, de Twitter. Ils achètent des licences là. Bientôt, on passera sur X pour faire nos achats. On passera plus par des banques. C'est fini tout ça. Et en plus, avec la blockchain et la cryptographie, avec les smart contracts et les trucs comme ça, c'est fini, en fait. Vous voyez? Donc, ça, voilà, ils peuvent fusionner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont s'évaporer sur le temps. C'est fini, voilà. C'est pas quand je dis c'est fini, on est là encore pour 5, 10 ans, voire même, allez, encore 15 ans peut-être, et encore. Peut-être 10 ans encore, mais là, et encore, parce que vu comment ça évolue vite, là, avec la DeFi, je sais pas. Peut-être, ouais, maximum 10 ans. Ensuite, c'est, voilà, hein. Les baby boomers vont devoir s'habituer à passer plus en ligne avec les futures monnaies numériques des banques centrales qui arrivent, tout ça. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements au niveau de la finance. Donc on passe au crypto, le Bitcoin qui peine à rebondir suite au crash post-ETF, retour sous les 40 000 en vue. Donc voilà la question qu'on se pose. Donc voilà, moi, vous connaissez mon avis. On peut revenir à 35. C'est une possibilité que j'envisage, mais pour moi, on a déjà bien corrigé. Et moi, j'attends qu'on se stabilise et qu'on repart plus haut maintenant. Mais on peut. Dans les commentaires, il y en a qui sont sûrs d'eux que le Bitcoin va revenir au 15K. Vous voyez? Ou au 20, 22, 24. Mais sûr que le Bitcoin va revenir en dessous des 30K. Chacun a son avis. Tout peut arriver. Mais voilà. Moi, je pense que les moins de 30K, ça me paraît compliqué. Mais on verra, en tout cas. Et bah, on va voir parce que le Bitcoin est à la peine et tente de rebondir. Donc, on va aller voir les prix. En tout cas, sachez que l'ETF Grayscale Trust transfère 41 millions de dollars en Bitcoin. Vous voyez, dans un contexte de baisse des cours. Donc voilà, ça se fait ses affaires, ça transfère des fonds, ça se restructure en attendant de se replacer, tout ça. Ça, c'est leur intérêt. Ils se préparent à tout ça. Donc ça, il n'y a pas de doute. Les autres émetteurs, là, comme Franklin Templeton, et ici, voilà, qui réalisent de nouvelles pubs et tout ça. Et sur leur site, vous pouvez aller sur leur site, vous voyez tout ça. Donc en fait, ils mettent en avant leurs ETF, les émetteurs. Là, il y a une grosse guerre pour essayer de choper un maximum d'investisseurs. Et donc voilà, ça se bat en tout cas sur tout ça. Et donc voilà, on y est suite au lancement donc, des ETF spot. La plupart des actions, même cotées en bourse, liées au Bitcoin, ont chuté. Donc ça, c'est concernant les marchés traditionnels. Les actions qui sont liées aux marchés traditionnels comme la bourse, comme Coinbase, Marathon Digital, Riot, tout ça, vous voyez la chute énorme. Moins 20% sur la semaine. Donc là, une redistribution des capitaux s'observe ces derniers jours. Donc voilà, ça a fortement chuté. Certainement, toute cette vente massive, maintenant, elle va y aller sur les altcoins. Donc il faut savoir anticiper. Quoique, elle peut revenir même sur ces actions-là. Parce que quand les bitcoins va repartir là, à plus de 50K,
bah voilà, les entreprises qui minent du Bitcoin et tout ça seront très importantes. Coinbase aussi, qui fait le parallèle des ETF, va réaugmenter. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'investir sur voilà, les actions liées en bourse liées à la crypto. Et moi, je voulais accumuler, mais voilà, j'ai eu quelques voilà, d'autres choses à payer. Et malheureusement, je ne pourrais pas accumuler maintenant. Mais si j'avais l'occasion, là, j'aurais racheté la baisse là, de Marathon, Riot, Coinbase, tout ça. Malheureusement, voilà, j'ai eu quelques imprévus, tout ça. Et je ne pourrais pas investir ce mois-là, en tout cas. Donc, pour le Bitcoin, on a bien chuté là. Vous voyez le gros rouge là qu'on a eu là. Mais il semblerait qu'on se stabilise, qu'on se soit stabilisé et on va peut-être repartir. C'est une possibilité. En tout cas, on est encore dans une tendance haussière quand on regarde la poussée des cours. On voit que ça reste poussé vers la hausse. Pour que ça aille vraiment plus bas, il faudrait vraiment le faire. Il faudrait vraiment des grosses ventes massives. Donc, on verra ça en tout cas. Donc sur le moyen, enfin voilà, plus reculé, vous voyez que la tendance, elle reste haussière. On a rebondi là-dessus. Et maintenant, on traîne aux alentours des 43 000, 42 500. Là, ça range ici. Pour moi, on a touché le bottom. Est-ce qu'on va aller plus bas? J'ai des gros doutes. Au vu de la liquidité qui augmente, les ETF qui sont chaque jour de plus en plus achetés par les investisseurs. Donc, on verra. On verra. En tout cas, voilà. Le Bitcoin a fortement chuté. Maintenant, on est dans un moment décisif. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on va voir ça. C'est pas trop. Mais à la hausse, à la baisse, on va voir ça. Maintenant, si on parle de baisse, là, vous voyez, on a rebondi ici, mais on n'est pas sorti d'affaire. On voit que on peut, même si on a rebondi, on peut encore aller plus bas. Et là, ils disent qu'on pourrait aller dans la zone des 40 500. Donc, une sorte de zone de une tapée de liquidité, là. Et pour aller chercher, voilà, plus de liquidité, tout ça. Ou sinon, la zone des entre 39 000 et 40 000. Donc voilà, la zone des 40 000, my buy order, donc mon ordre d'achat. Donc si, en tout cas, ça revenait à 40 000, là, il y en a qui achèteraient direct. Donc voilà, c'est pour ça que après, certains en voient largement plus bas, mais déjà à 40 000, déjà, certains disent que ça y est, hein, c'est déjà une bonne baisse. Moi-même là, à 42, pour moi, on a bien baissé. Donc chacun se fera ses avis. En tout cas, en ce moment, on est dans un range. On est dans un range. Et est-ce qu'on va casser par la hausse ou la baisse? Quand je vois la tendance, il y a plus de chances qu'on finisse par casser par la hausse. Avec tout ce qui se passe, on est dans l'élan des ETF. Voilà. Il y a plus de chances qu'on casse par la hausse. Après, chacun se fera ses avis. Ici, comme je vous ai dit, on peut revenir dans le rectangle. Vous voyez, gris foncé là. Et ça serait dans la zone des 39 000. Vous voyez, 40, 39 000. Pour un rebond pour venir buter ici et aller chercher plus haut. Donc si on revient dans les 39 000 au pire, voilà. Mais plus bas, ça pourrait, hein, 30, 35. Voilà, après, moins de 30, ça serait vraiment une grosse chute. Hein, ça ferait très mal. Hein. Si au maximum 28 et encore. J'ai du mal à y croire, vraiment. Après, on est sur la chaîne pour débattre. Il y a le groupe Telegram, je le rappelle. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, on en débat. Il faut des arguments, il faut... Voilà. Et voilà le scénario ici qui se dessine comme une solution privilégiée ou potentiellement probable. Là, maintenant, on a chuté. Et là, on va revenir au-dessus et aller chercher maintenant, cette fois, réellement les 50, 54 000, voire plus haut. Donc ça, on verra. Ça se répète souvent. On a déjà eu, en fait, le cas ici. Regardez. Ici, un peu. On a cassé par le bas la ligne violette. Ensuite, finalement, on est remonté, on a fait notre truc et on est parti. Donc là, ici aussi, il pourrait que ça se répète ici. Donc on verra. C'est le scénario à peu près que je vois arriver. Mais impossible de dire. Ça dépend des catalyseurs, des actualités, pas mal de choses. Là, le calme avant la tempête, justement. Voilà, d'autres choses qui nous font croire que à moyen terme, en tout cas, moyen, long terme, on est plutôt bullish. Regardez le RSI, on rentre à peine dans le vert. En général, le jaune, vert, on l'a atteint. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment le calme avant la tempête. Parce que quand on est dans le vert, ensuite, au niveau du RSI, là, vous voyez en bas, là, en général, c'est des rallyes. Donc,
Sur le moyen terme, je ne sais pas sur le court terme si on reviendra à 20K, 30K, des choses comme ça. Mais sur le moyen terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, plutôt confiant. Et je vous avais montré ce chart. C'était l'objet d'une vidéo qui avait très bien marché. Restez calme, ne faites rien. Bien là, voilà. Hein. Ne vendez pas, un énième conseil, ne vendez pas vos pièces, vos bitcoins. Ne faites rien en vrai. En tout cas, de ce que vous avez déjà acheté, ne faites rien. Faites quelque chose avec l'argent que vous avez en surplus et que vous pouvez racheter des baisses comme ce qu'on a eu là. Avec cet argent en surplus, faites quelque chose. Mais avec l'argent que vous avez déjà investi et vous avez subi la chute et des choses comme ça, ne faites rien. Donc, si vous vendez, en fait, dites-vous que vous donnez votre argent à ceux qui vous ont dumpé et des choses comme ça. Vous voyez, aux banquiers ou voilà, aux fortunés, des choses comme ça. Donc, évitez de prendre des décisions inconscientes. Vous voyez. Et voilà l'image de la leçon. C'est l'image de la vidéo. Donc, vous le voyez hein, sur la miniature. Il faut retenir les leçons. Moi, je me suis fait une nouvelle fois, on va dire, piégé par l'annonce des spots Bitcoin là. J'avais l'espoir que ça aille vite, mais maintenant, j'ai compris la leçon. Donc, je vais parler pour moi-même. Chacun se fera ses leçons, des choses comme ça. Mais maintenant, à chaque fois maintenant, on aura des énormes nouvelles. Mais vraiment énormes. Le halving du Bitcoin qui arrive dans 3 mois, c'est pour moi considéré aussi comme une bonne nouvelle. Maintenant, je vendrai avant ou maintenant, je n'investirai plus juste avant la nouvelle ou des choses comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on a des grosses nouvelles, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça. Regardez, c'était en 2017, quand on a eu les CME futurs sur les ETF. Énorme chute. Vous voyez? Ici aussi, Coinbase IPO. Dès qu'on a eu l'introduction en bourse de Coinbase, énorme chute. Ici, quand on a eu les futurs ETF Bitcoin, parce que vous avez des ETF futurs, et là, vous n'en possédez pas. Et les ETF spot, où là, vous devez en acheter des bitcoins réels, tout ça. Et les futurs, c'est plus pour les marchés des perpétuels, pour le trading pur, des choses comme ça. Et là, regardez, quand on a eu ces ETF-là, bim, énorme chute. Et là, on est remonté depuis le début de l'année. Et là, qu'est-ce qu'on a? Énorme nouvelle, les ETF spot Bitcoin qu'on attend comme un rallye important. Et là, certainement, on va avoir une autre chute. Donc, ceux qui disent peut-être qu'on va revenir au 20K, il y a possibilité, hein, quand je vois ce chart. Énorme chute encore, faire mal au marché, faire mal aux investisseurs qui sont en plein espoir. Okay. Donc maintenant, moi je crois peut-être oui à une chute, mais une chute très légère. Parce que là, la liquidité augmente fortement. Comme je vous ai dit, ça, les institutions, là, enfin, voilà, ils ont tous proposé leurs ETF. Et les investisseurs en ce moment sont en train d'acheter les spots. Ça va faire augmenter le prix du Bitcoin normalement. Donc, je crois à une chute, mais peut-être vers les 39 ou au pire 35K, 35, 33. Mais pas moins. Okay. Pour vraiment faire mal au marché, si vous voulez. Mais voilà, pas moins. Donc, retenez bien la leçon de tout ça. Maintenant, quand il y a des annonces, surtout qui touchent au marché traditionnel, à la bourse, on attend les futurs Ethereum Spot, là, Ethereum, ETF Ethereum Spot, XRP Spot à venir. Que XRP va rentrer en bourse ou Circle. Avant que ça arrive, et vendez peut-être que la nouvelle sera vendue ou il y aura un crash. Ça, c'est la leçon qu'il faut retenir. Après, le passé, c'est pas le futur. Enfin, le futur, c'est pas le passé. Mais bon, en général, on le voit, hein, que quand il y a des gros événements, après, ça chute. Événements liés à la crypto. Après, bon, les chutes, comme je le rappelle, c'est normal. Voilà. C'est quelque chose qui sont normales. Vous êtes obligé, dans même un rallye haussier, d'avoir des baisses de moins 22, moins 23, moins 15, sur voilà, moins 30, comme les fois précédentes. Voilà, même sur les marchés crypto, obligé, il y a des prises de bénéfices au bout d'un moment. C'est pour ça que les marchés chutent. Donc ça, ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est peut-être normal. Il faut ça pour aller plus haut. Okay. La nouvelle est vendue, tranquille, et ça va aller plus loin. En tout cas, le Bitcoin est passé de la confiance vers 72 à 52. La confiance est complètement érodée. Oui. Et donc, c'est devenu dans le neutre. Les investisseurs là sont en train d'observer tout ça. La confiance est bien redescendue. Sinon, la difficulté de minage, donc le hash rate qui ne cesse d'augmenter. Les mineurs qui font tourner des GPU et ça génère de la puissance de calcul. Et donc la difficulté, en tout cas, comme on appelle ça, une difficulté de minage, tout ça, c'est en pleine progression. Et ça,
bah, ça c'est un élément positif qui doit faire augmenter le prix du Bitcoin. Si le réseau du Bitcoin tourne à fond comme ça, à plein régime, c'est-à-dire que le Bitcoin est utilisé, il y a beaucoup plus de transactions. Et donc son prix doit monter si Bitcoin est consommé, tout ça, ou acheté, ou des choses comme ça. Certains parlent d'une prédiction de 1 million pour le Bitcoin. On n'est même plus aux 200 000, 500 000. Là, voilà, ma principale prédiction est que le passage à 1 million de dollars se fera en quelques jours ou semaines. Le point de départ est à déterminer. Je ne sais pas quand ça va commencer vraiment pour le bull run, mais lui, il parle d'un Bitcoin à 1 million à terme. Donc, bon, c'est assez énorme. Et lui, c'est quelqu'un, pense Samson Mo, là, c'est un CEO de l'entreprise Gen 3, là. Mais lui, je le vois avec des présidents, le président du Salvador, des choses comme ça. C'est quelqu'un d'important apparemment dans l'écosystème. C'est pas n'importe qui dit ça. Autre personne asiatique qui ne dit pas n'importe quoi, l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui le célèbre livre de développement personnel, apprend à devenir riche, tout ça. Eh bien, voilà, il fait le constat encore, il parle beaucoup en ce moment, mais il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles certaines personnes sont riches. D'autres appartiennent à la classe moyenne et la plupart des gens sont pauvres et mourront pauvres. L'une des principales raisons est que ce qu'une personne fait de son temps libre. Essentiellement parce que la plupart d'entre nous ont plus de temps libre que de temps de travail. Beaucoup de mes amis joueront au golf en Arizona, d'autres skieront. Et par contre, lui, il dit que du 20 au 2 janvier, je serai à Vancouver, en Colombie. Vous voyez, et à la recherche de meilleures startups. En fait, lui, il dit qu'il pendant son temps libre, il va y aller dans le business. C'est le résumé qui fait tout ça. Vous voyez, les riches s'enrichissent pendant leur temps libre. Je veux que tu sois riche. En gros, dans notre temps libre qu'on fait la différence. Voilà un autre conseil de Robert Kiyosaki. Faites la différence pendant votre temps libre. Travaillez pendant votre temps libre. Au lieu d'être là, j'ai fini mon travail de salarié. Je rentre et allez, je me divertis parce que je suis fatigué. Il faut travailler. C'est comme ça que les riches font la différence. Okay. Donc, veuillez vous demander qu'est-ce que je fais le prochain week-end. Vous voyez, il faut se poser la question. Prochain week-end, est-ce que je vais me divertir? Je vais être sur Netflix? Est-ce que je vais être, je sais pas moi, à la patinoire? Je vais faire quoi? Ou est-ce que je vais travailler sur un nouveau projet, essayer de monter? Voilà, c'est là la différence entre les riches et les pauvres. Donc en tout cas, voilà, l'or, l'argent et le Bitcoin seront plus populaires que la technologie ou l'immobilier à partir de 2024. Donc j'adore voir à Vancouver. Donc pourquoi il dit que l'or, l'argent et le Bitcoin sera populaire? Parce que lui, il voit des cracks ou des crashs économiques. Il voit un monde de catastrophes. Et l'or, l'argent et le Bitcoin sont des actifs pour vous protéger de ça. Et pour lui, ça sera mieux que voilà, la technologie ou l'immobilier. Bon, je pense que la technologie sera mieux que l'or et l'argent, perso. La technologie, l'IA, tout ce qui est concentré par rapport au futur, pour moi, ça va avoir une meilleure croissance que l'or et l'argent. Par contre, le Bitcoin, voilà, pour moi, il faut avoir de la techno et du Bitcoin. C'est ça, pour moi, qu'il faut avoir. Et voilà, l'immobilier, il y a un timing. Il faut attendre que ça baisse très, très bien, au plus bas, avec des taux complètement revenus à zéro, avant de s'engager. Et pour moi, tout ça, ça n'arrivera pas avant la mi-2024 au minimum. Donc l'immobilier, ça dépend. C'est le timing. Donc voilà. Quelques actualités sur le Bitcoin et on passe aux altcoins vite fait. Le Venezuela abandonne sa crypto nationale Petro, donc PTR, au bout de 6 ans de développement. Je rappelle qu'il était backé par les réserves pétrolières du pays, dont certains n'étaient pas accessibles. Voilà, c'était mal fait tout ça, backé par des réserves pétrolières. Bon, en tout cas, ils abandonnent le Venezuela. Ils vont peut-être se mettre sur une autre crypto ou un stablecoin. On verra. Donc les altcoins mitigés, hein. Quelques surprises. Bon, je sais pas si c'est un scam. TLS, Bullchain. Bon, je crois que c'est la DeFi, ça. Je suis pas sûr. Voilà, c'est mitigé. Mais le Bitcoin, lui, reste dans une sorte de range depuis sa baisse. Donc, il a fortement chuté. Et là, c'est en difficulté. Hein. C'est dans un range. On va voir ça. Faut voir. Faut voir. On a déjà passé le Bitcoin, donc on va passer les autres. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum? C'est beaucoup plus bullish. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, vaut mieux s'exposer à Ethereum maintenant plutôt qu'au Bitcoin. Parce que maintenant, la spéculation, elle va venir par rapport aux ETF Ethereum Spot. Le narratif du Bitcoin et les ETF, c'est passé. Le Bitcoin, maintenant, c'est bien monté. Ça va avoir son heure
de repos, tout ça. Maintenant, les altcoins, eux, vont prendre le relais. Et quand on regarde les charts d'altcoins, d'Ethereum, tout ça, c'est très, très bullish. Et regardez le chart d'Ethereum. Là, ça vous montre clairement que c'est parti pour faire la même chose et exploser. Donc, voilà. Il faut aller plus sur Ethereum ou les altcoins, Solana ou des choses comme ça, que le Bitcoin. Et donc, regardez, hein, même l'altcoin market cap, on voit, hein, c'est un scénario qu'on connaît à peu près. Donc, le week-off event and phase, on est comme dans un schéma de week-off, là, pour les altcoins. Et peut-être qu'on va rebaisser. Mais voilà, de manière générale, on va venir trouver peut-être un point bas pour aller vraiment plus haut. Donc, c'est ce qu'on observe. Donc, beaucoup plus bullish maintenant sur les altcoins que sur le Bitcoin. Les altcoins, je rappelle, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Okay. Donc, même Ethereum est un altcoin. Et donc, regardez, hein, si on regarde les charts de loin, voilà, on était dans une phase d'accumulation pour les altcoins. Là, maintenant, on va être dans la phase de retest. Donc, ça va venir rebondir, rechuter. Vous êtes au courant. Hein. C'est ça, regardez. Les autres fois, on avait eu ça. Donc, on va certainement rechuter un petit peu pour les altcoins, passer cette période de souffrance. Donc, laissez passer quelques jours, même semaines. Mais là, ensuite, c'est la phase que vous connaissez, l'altcoin season. On aime tous là. Ça, c'est la meilleure phase de bull run en crypto. Quand on a une altcoin season, en général, ça décolle et ça vous rattrape. Vous ne pouvez plus le rattraper. Et ça, c'est ce qui arrive bientôt là. Quelques jours, quelques semaines, la phase en vert. Vous voyez? Donc, préparez-vous à ça. Ici aussi, hein. Là, les signaux sont au vert pour les altcoins, altcoin market cap. En général, on passe par la phase jaune. Ensuite, c'est lunaire. C'est un rallye incroyable. Et là, on y est. On va bientôt sortir de ça, de cette phase jaune-là. Et ça va être lunaire encore une fois, certainement. Vous savez tout ça. Je l'ai déjà montré, là. Ces charts, je les ai déjà montrés plusieurs fois. Donc voilà. L'USDT serait au cœur d'une industrie de l'escroquerie en pleine explosion, selon un rapport des Nations Unies. Donc, le stablecoin USDT. Pour voir ça. Alors, ils disent que selon un rapport publié lundi par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la crypto serait au cœur des arnaques de type but sharing, qui consiste à créer des fausses relations romantiques pour gagner la confiance d'une victime avant de l'inciter à transférer de grosses sommes d'argent. Waouh! Ces dernières années, les autorités chargées de l'application de la loi des renseignements financiers ont signalé l'utilisation de plus en plus de systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent à grande vitesse. Les équipes spécialisées dans le Tether clandestin indiquent le rapport de l'ONU. Bon, le stablecoin est utilisé à des mauvais fins. Bon, écoutez, ils mettront des choses en place pour pas que ça arrive. Voilà. Nous, on utilise l'USDT pour investir, pour se faire de l'argent. Après, s'il est mal utilisé, bon, c'est triste, mais bon. En espérant que Tether et les autres acteurs règlent ça. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le Tether pour l'échanger contre des cryptos surtout. Et donc voilà, dernière actualité, Do Kwon pourrait être jugé aux États-Unis en mars pour répondre d'une fraude à 40 milliards de dollars. Son avocat demande le report du procès prévu le 29 janvier pour permettre la présence de Do Kwon en personne en mars. On verra ça s'ils vont réussir à repousser pour que Do Kwon soit présent. Moi, tant qu'il n'y a pas le verdict final, moi, j'y crois pas trop. Hein. Je sais que tout le monde déjà catégorisé Do Kwon comme criminel, comme SBF. Mais pour moi, il s'est fait avoir par le gouvernement américain et ils ont tué son projet là. On a UST, ils ont fait dépéguer le stablecoin UST pour couler le projet et le faire passer pour le grand arnaqueur, tout ça. J'attends de voir les preuves qui vont sortir. Après lui, il s'est défendu, enfin, il s'est enfui un peu, il a changé d'identité, voilà, par peur pour sa personne parce que il peut se faire retrouver et se faire tuer aussi. Mais on verra. On verra tout ça. Ça se trouve, je suis complètement dans le fond. Hein. C'est un vrai criminel, un gars pas bien, tout ça. Mais j'attends quand même les choses. Donc voilà par rapport à ça. Les cryptos dans la tendance, Celestia. N'oubliez pas Celestia, la blockchain modulaire. On va aller voir ça. De l'écosystème Cosmos. Donc ça, c'est un réseau qui peut sortir des bonnes idées. Donc en étant modulaire, tout ça, ça donne des nouvelles idées. Et ça permet de désengorger le réseau. Cette approche qu'a Celestia, très très bonne approche. On va voir. C'est peut-être une innovation révolutionnaire qui va aider les futurs réseaux blockchain à aller encore plus loin. Donc c'est un bon concept. On va voir si on pourra s'appuyer sur le réseau Celestia ou si même Celestia va prendre sa place de dominant et va dominer l'industrie et peut-être faire mieux que Solana ou Ethereum, tout ça. On verra. Et donc voilà, vous avez les autres cryptos dans la tendance, Bonk, Miro, les mêmes coins de Solana. Solana qui est pas loin, Bitcoin. Donc voilà,
pour la vidéo. On en reste là, hein. Pratiquement à 1 heure encore, 50 minutes. Donc, on se tient au courant hein, d'ici à ce soir ou demain. Ce soir, peut-être pour un live. Sinon, demain, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission d'actualité. On reste ensemble, hein. Vous avez compris le résumé. La bourse, c'est très mauvais. Les tensions, le pétrole, ça va réalimenter l'inflation. Donc, les taux vont rester élevés. Il ne faut pas trop s'exposer à ça. Qu'est-ce qu'on a en crypto? Une baisse certainement à venir dans les 39, voire 35. J'ai du mal à voir en dessous. Mais pour moi, on va rebondir pour aller bien plus haut à moyen terme. Et donc, voilà, c'est mes idées pour tout. Donc, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, en commentaire ou Telegram. On reste en contact, hein, en tout cas. Force à nous. Hein. Allez, à plus.